Leaders. Ambassadeur Laura Beyza, vous quitterez la Tunisie dans quelques jours, après 4 années très intensives. Quel legs laisserez-vous? Je laisse comme legs à mon successeur, qui arrivera début septembre, une équipe absolument fantastique dans ces délégations, qui a travaillé avec beaucoup d'entrain pendant ces 4 ans pour pouvoir mettre en œuvre toute la coopération de l'Union européenne avec la Tunisie, qui est énorme. Parce qu'aujourd'hui, la Tunisie est le principal bénéficiaire de la coopération économique européenne dans le voisinage sud de l'Union européenne. Donc ça a impliqué beaucoup de travail, énormément de travail, mais j'ai des collègues très très motivés qui travaillent en faveur de la Tunisie avec toute leur force. Ça, c'est le legs que je laisse. Et vous avez fait de la Tunisie le premier pays bénéficiaire du soutien de l'Union européenne. Oui. Il faut dire que j'ai toujours trouvé une écoute très attentive à Bruxelles. Je ne suis jamais rentrée de Bruxelles les mains vides, si je peux dire. Il y a eu vraiment une motivation énorme de la part des leaders européens en faveur de la Tunisie ces dernières années. 1300 millions d'euros en dons à fin de cette année, fin 2013, 2016, fin 2016. En dons. En dons. Et 1500 millions d'euros en crédit. En crédit de la BEI, en prêt de la BEI, et 800 millions d'euros en assistance macrofinancière. Et pour la première fois, la Tunisie va bénéficier d'une communication officielle. Oui, de la Commission européenne et de Mme Mogherini, la haute représentante pour la politique extérieure et la sécurité de l'Union européenne. Ils sont en train déjà de rédiger une communication qui va établir la position des 28 sur la Tunisie au mois de septembre. Et après, on espère avoir le 30 novembre une rencontre entre le président Beji Caïd Essebsi et les 3 présidents, le président Tusk du Conseil européen, le président Schulz du Parlement européen et le président Juncker de la Commission européenne à Bruxelles. Aussi, le président Beji Caïd Essebsi s'adresserait en plénière au Parlement européen. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait avec un voisin du Sud. Cette rencontre entre leaders ne s'est jamais faite, ce serait une première. La communication aussi. La communication aussi. Du beau travail. En 30 ans de service dans les institutions et les instances européennes, vous êtes devenu spécialiste de la région et vous avez posé votre candidature pour devenir ambassadeur en Tunisie. Pourquoi? Parce que j'étais très motivée. Je travaille avec les pays du Maghreb depuis 1995. Juste avant de venir en Tunisie, j'étais ambassadeur en Algérie. Alors, cette année, il y a le poste de la Tunisie qui a été publié, donc je me suis présentée. J'ai présenté ma candidature. Il y avait combien de candidats? 60. Et en shortlist? Après, ils ont fait une petite sélection de 10, et de ces 10, Madame Ashton, à l'époque, m'a choisi à moi. Donc, j'étais très, très contente. J'y croyais pas, il faut le dire, parce que la concurrence était très forte. En arrivant à Tunis en 2012, les conditions n'étaient pas très, très favorables. Par rapport aux conditions de l'Algérie, pour moi, c'était un petit paradis, la Tunisie. Je suis arrivée le 1er septembre 2012 et le 14 septembre, l'ambassade des États-Unis brûlait juste ici, à côté de chez nous. Vous l'avez pressenti, vous avez demandé à fermer les bureaux? Oui, c'est ça. Je ne savais pas, bien évidemment, que l'ambassade allait être brûlée, mais on savait qu'il y aurait une manifestation assez dense. Et je me suis dit que la façon d'épargner mes collègues, d'être pris entre des mouvements de foule, c'était fermer la délégation. Donc j'ai fermé la délégation le 14 septembre 2012. Et les surprises ne sont pas arrêtées là. L'évasion d'Abou Ayyad de la mosquée El-Fath. En effet, on ne s'attendait pas non plus. L'incendie des Zaouïas par les ligues de protection de la Révolution. C'est vrai, ça a créé pas mal d'alarmes sociales à l'époque. Les gens étaient choqués de voir leur lieu saint, leur patrimoine spirituel dans les différents endroits de la Tunisie brûlé par ces hordes
de sauvages, Dans le qui silence ne respectaient absolu rien. Oui, et l'impunité. oui. Dans l'impunité. Ça c'est, je pense, ça crée pas mal d'alarmes sociales. Mais le grand choc, c'était l'assassinat de Lotfi Naked et surtout de Chokri Belaid. Oui. Quand Lotfi a été battu à mort, ça a été déjà un signal que les choses n'allaient pas du tout. Mais bien évidemment, le grand choc, ça a été l'assassinat de Chokri Belaid. Comme je vous le disais avant, je suis tombée malade. Carrément. Carrément malade. Pourquoi vous avez réalisé l'ampleur de cette signature, de cette symbolique? Oui, c'était extrêmement symbolique. Et je me suis dit, bon, ça va maintenant, ça va pas être le premier. C'était un présage de quelque chose d'encore plus mauvais. Et ça s'est confirmé avec l'assassinat de Haj Brahmi. Oui, oui, oui. Heureusement, alors, la société civile tunisienne, avec un élan de sagesse et de courage absolument incroyable, a mis en place ce dialogue national qui finalement a abouti. Un dialogue national que nous avons soutenu avec toute nos Dans forces. son contenu ou dans sa démarche? Surtout dans la démarche. Le contenu, c'est les Tunisiens qui ont mis le contenu, mais nous, on a soutenu ce dialogue qui n'a fait que s'améliorer au fil des semaines, des mois. Nous avons eu 45 visites de haut niveau en 2013. 45 visites de haut niveau. Et vous avez conduit 17 ambassadeurs européens au siège de l'UJTT. Pour les appuyer. Pour les appuyer. Pour appuyer le dialogue national, pour appuyer le quartet. Parce qu'à l'époque, il y avait des rumeurs qui disaient que nous, on n'appuyait pas ça. Et je me suis dit, ah, ça va pas. Nous sommes allés, les 17 ambassadeurs des États membres représentés en Tunisie et moi-même, à l'UJTT, au siège de l'UJTT, pour rencontrer le quartet et leur manifester notre soutien inconditionnel. Vous avez apporté une influence positive également à l'aboutissement de la Constitution. On a fait ce qu'on a pu. On a entamé un dialogue assez poussé avec tous les partis politiques et pour leur montrer notre intérêt, parce qu'on était vraiment intéressés à que la Tunisie se dote elle-même d'une constitution démocratique qui garantisse les libertés individuelles des citoyens. Vous avez vécu cette grande dynamique du dialogue national, de la constituante, des partis en forte effervescence démocratique essentiellement. Aujourd'hui, vous n'avez pas des craintes pour l'avenir du pays? Moi, je crois énormément à la capacité de dialogue des Tunisiens. Parce que ce que la Tunisie a démontré ces 6 dernières années, depuis la Révolution, c'est que quand ils s'assoient ensemble pour parler, ça prend du temps, mais ça aboutit toujours dans des solutions pragmatiques qui font que le pays puisse avancer. Donc je suis relativement optimiste. Je sais que c'est difficile, que ce n'est pas évident, surtout parce que la situation économique, elle est très grave, on peut dire. Mais je pense que vous avez beaucoup d'opportunités de vous en sortir. Il suffit que vous vous asseyez ensemble pour parler, et ça va marcher, je suis sûre. L'UJTT a un rôle particulier à jouer? Bien évidemment. Sans l'UJTT, c'est-à-dire chaque partie de la société civile, chaque parti politique a sa responsabilité pas seulement d'en trouver les solutions adéquates, mais aussi de les faire respecter. Pour l'ALECA, si jamais on finira un jour par le faire adopter en Tunisie, on négociera, ça sera facile de faire adopter par les pays membres? Bon, il faut penser que maintenant, avec l'avancée des populismes en Europe, qui est très préoccupante, et que l'ALECA devra être adoptée par 28 parlements, bon, peut-être à l'époque 27, malheureusement, ça ne va pas être facile. Ça dépendra beaucoup des majorités dans les différents parlements européens, mais ça ne serait pas la première fois qu'un pays rejette un accord de libre-échange. Après l'Ukraine. L'Ukraine a été le premier, donc il y en aura d'autres, je suis certaine, malheureusement. Vous considérez qu'aujourd'hui, la Constitution a besoin d'être mise en œuvre à travers ces institutions? Bien sûr, la Constitution doit
la mise en œuvre, surtout l'établissement des instances qui sont prévues par la Constitution et aussi le renforcement des institutions qui sont déjà en place est très importante. Ce n'est pas encore fini. C'est un des défis que la Tunisie a devant elle. Pour remettre la Tunisie en travail, est-ce qu'il faut commencer par l'administration? Bien sûr. Ou par... Non, il faut la réforme de l'administration, elle est nécessaire. L'administration, c'est une grande richesse de la Tunisie. Elle a maintenu le pays pendant les périodes les plus délicates de la transition. Mais maintenant, elle a besoin d'un renforcement. Maintenant, elle va se moderniser et se remettre au travail. Vous allez jouir de votre repos mérité après 30 ans de service. Qu'allez-vous faire? Me consacrer à ma famille. Les années qui me restent, je pense que c'est très important. J'ai pas mal donné pendant ces 30 ans de service à l'Union européenne. J'ai aidé à cette construction européenne, comme tous mes collègues d'ailleurs. Nous sommes des gens extrêmement motivés, mais maintenant je pense que c'est le moment de rentrer chez moi et de me consacrer à ma famille. Vous consacrez à votre famille ou vous décompressez un peu parce Aussi, il faut décompresser un peu. Oui. En 30 ans, vous n'avez pas une journée de répit? La réalité des choses, c'est que pendant 30 ans, mon emploi du temps a été vraiment mesuré aux minutes près. Donc j'ai un peu envie de me réveiller un matin et dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Penser à la Tunisie peut-être? Ça c'est sûr, pas seulement penser à la Tunisie, mais revenir en Tunisie. On laisse ici, mon mari et moi, des amis formidables. On n'a pas du tout envie de ne plus les voir. On va venir les visiter, ça c'est sûr. Et soutenir? Et soutenir, bien sûr. Bien sûr. À travers votre réseau, à travers vos relations. Oui, ça c'est sûr. Une des premières choses que je vais faire à Madrid en arrivant, c'est me présenter chez l'ambassadeur de la Tunisie à Madrid pour lui offrir mes services. Merci ambassadeur. De rien. Leaders.